Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, c'est Invitation Voyage. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous sur une petite île de la côte d'Almate et c'est un fantôme délirant qui va guider nos pas, celui du maréchal Tito, celui qui hante l'un des premiers films très drôles du réalisateur croate Vinko Brešan. Quelqu'un venant d'ailleurs dirait que les habitants de Šibenik sont méchants, un peu diaboliques. Par exemple, si quelqu'un est chauve, on le surnomme le frisé. S'il lui manque un bras, on l'appelle la pieuvre. Et si c'est une jambe, ce sera le mille-pattes. La vie est dure, alors la moindre occasion de rire est bienvenue, pour nous redonner du baume au cœur. Roulement de tambour, nous grimperons ensuite à Paris. Ils ont longtemps incarné l'image du petit Parisien, les poulbeaux. Ces gamins des rues de Montmartre, au temps où le quartier était encore populaire, ce sera l'héritage. Mais il n'y en a aucune. Mais t'es trop fort, Roby! Allez, on compte! Le Chili a beau avoir plus de 4000 km de côte, on consomme peu de poissons comparé à la viande, excepté dans la petite ville de Zapallar, où vous goûterez un délicieux sébaste en papillote. Une recette saine et simple, colorée et savoureuse. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça me rend triste. L'oignon est fort. Tu n'as pas une astuce? Non? J'aime pleurer. Enfin, à Chicago, vous verrez comment une vache a été accusée de mettre la ville en feu. Ce sera l'histoire inattendue. Mais d'abord, la devinette. Pourquoi dans les Pyrénées, certains villageois étaient-ils isolés au Moyen-Âge ? C'est l'histoire d'une étrange ségrégation qui a duré plus de 800 ans en France. Des femmes et des hommes mis à l'écart comme les intouchables en Inde. On les appelle les Cagots, les Guésitins, les Gaètes, les Colibères ou encore les Caqueux. Ils étaient rejetés par la communauté pour une raison bien précise. Laquelle ? Vous aurez la réponse en fin d'émission. Pour le moment, on part en Croatie. Et il se pourrait bien qu'après cette étape, vous vous mettiez à croire aux fantômes. Ou pas. C'est l'inspiration. Sur une petite île croate oubliée du monde, de vieux villageois, tous anciens résistants à l'occupant nazi, restent obstinément nostalgiques de l'époque de la Yougoslavie et fidèles aux idéaux communistes. Ustajte prezeni na svijetu, vi sužnji koje mori glad. Negde mi razum u svom letu, čas je sudnji došao sad, to će biti. Autant dire qu'ils vivent avec émotion l'apparition du revenant le plus encombrant de leur histoire, le maréchal Tito, grand leader de l'ex-Yougoslavie, mort en 1980. Apparition qui provoque une avalanche d'événements grotesques. Ainsi commence Le fantôme de Tito, sorti en 1999 du réalisateur croate Vinko Brešan. Acclamé dans son pays et primé dans le monde entier, Brešan est maître dans l'art de s'attaquer aux sujets tabous de la société croate à travers des comédies désopilantes. Les îles, ces confettis de terre à peine habitées qui jalonnent la côte d'Almate, forment un huis clos où le temps passe au ralenti. Le lieu idéal pour Brešan pour raconter l'affrontement entre deux vieux partisans et un maire capitaliste sans scrupules autour de la figure mythique de Tito. Cette farce grinçante évoque la Croatie des années 90, divisée entre la nostalgie et le déni du passé yougoslave. La petite ville de Šibenik, où Vinko Brešan est né en 1964 et où il a grandi, s'ouvre sur la mer.
Les influences méditerranéennes lui ont transmis son architecture Renaissance, comme celle de la cathédrale Saint-Jacques, avec sa frise ornée de portraits des citadins de l'époque. Aujourd'hui encore, Vinko Brežan aime revenir dans sa ville natale pour goûter à l'atmosphère intemporelle qui règne dans son petit port. Il faut les saisir 2 minutes et c'est bon. Le chat les lorgne bien comme il faut. Petit chat, va-t'en. Laisse les poissons tranquilles. On est ici dans un quartier très ancien de Šibenik, où vivaient et vivent encore des pêcheurs et des ouvriers. J'adore venir ici, mais ça fait 25 ans que je n'y suis pas venu aussi tôt le matin. Je me réjouis d'être ici comme quand j'étais gamin. Je savoure les odeurs, les images, les magnifiques rencontres. C'est l'une de ces rencontres qui est à l'origine de l'idée de son film. Un jour, 2 pêcheurs ont rapporté une histoire incroyable. Alors qu'ils étaient en train de pêcher tôt le matin, Tito, sur son grand bateau Galeb, est descendu du ciel. Il se tenait à la proue, dans un uniforme blanc. Il leur a lancé « Comment ça va, camarade pêcheur ?»« Pas très bien, camarade Tito. Le poisson se fait rare, la pêche est insuffisante, l'argent manque. » Et lui leur a répondu « Gardez l'espoir en avenir, camarade pêcheur. » Et il s'est envolé avec son bateau dans le ciel. C'est une histoire magnifique qu'un ami m'a racontée. Et on a commencé à plaisanter à ce sujet. Qu'est-ce qui se passerait si Tito revenait des morts? À force d'en rire, je me suis rendu compte que cette idée pouvait constituer la matière d'un film. Rire, Vinko Brežan l'a appris dans ces ruelles pavées de la vieille ville de Šibenik. Ici, l'humour est une façon de penser et de percevoir le monde. Quelqu'un venant d'ailleurs dirait que les habitants de Šibenik sont méchants, un peu diaboliques. Mais en réalité, ce sont des gens bienveillants, qui réagissent avec humour devant chaque malheur. Par exemple, si quelqu'un est chauve, on le surnomme le frisé. S'il lui manque un bras, on l'appelle la pieuvre. Et si c'est une jambe, ce sera le mille-pattes. Et celui qui est obèse, comme lui par exemple, on l'appelle le flocon, comme le flocon de neige. La vie est dure, alors la moindre occasion de rire est bienvenue, pour nous redonner du baume au cœur. Cet esprit jovial, on le retrouve jusque sur la scène du théâtre de Šibenik. Comment s'appelle la pièce déjà? Viens toute nue au dîner. Viens toute nue au dîner? Je n'invente rien, c'est ce qui est marqué sur l'affiche. Depuis le plus jeune âge, Vinko Brežan est un habitué des lieux. Lui, dont le père, Ivo Brežan, était un des grands dramaturges de la Yougoslavie communiste. Quand j'avais 4 ans, ma mère m'a emmené voir une pièce ici. Je ne sais plus quelle pièce c'était, mais il paraît que j'étais tellement impressionné que je ne voulais plus partir à la fin. J'attendais la suite. Les acteurs, le public, tout le monde avait quitté le théâtre. Mais moi, je restais assis, et ma mère n'arrivait pas à me convaincre de sortir. Le gardien est arrivé et m'a menacé. Si je ne sortais pas tout de suite, je ne pourrais plus jamais revenir au théâtre. Ça a été le seul moyen pour me faire partir. Aujourd'hui, le théâtre abrite une salle dédiée à la mémoire d'Ivo Brežan, qui a vécu à Šibenik jusqu'à sa mort en 2017. Quand Vinko Brežan est venu voir son père pour lui demander d'écrire le scénario pour le fantôme de Tito, celui-ci s'est montré incrédule. Pour lui, comme pour le personnage de Marinko dans le film, communisme et surnaturel étaient incompatibles. Bevando. Marinko, ono što ste vidjeli na sprovodu od Milka, je li istina da je to bija
Titov duh. Kako mogu vidjeti ono čega nema? Kad bi bio Titov duh, onda znači ima drugoga svijeta. Ako ima drugog svijeta, onda je crkva u pravu. A drug Tito je marksist. A Marks je rekao da je religija opijum za narod. Fantôme, ou pas tout à fait, le personnage de Tito réveille l'esprit révolutionnaire des anciens partisans. Pour le père et le fils Brežan, l'histoire permet de donner la voix à cette génération complètement déboussolée par la dislocation de la Yougoslavie en 1991, les 10 années de guerre qui ont suivi et l'avènement de gouvernements nationalistes. Mon père était membre du Parti communiste, tout comme moi d'ailleurs. Mais le plus important, c'est que son père, c'est-à-dire mon grand-père, était partisan. Plus précisément, c'était un agent infiltré dans l'armée fasciste italienne, où il avait le grade de major. Parce que Brežan est un nom de famille italien. Et quand les Italiens ont occupé la Dalmatie, ils ont proposé à mon grand-père, en tant que membre de la communauté italienne, un haut grade dans l'administration fasciste, sans savoir qu'il était communiste. Et puis, les fascistes ont fini par le démasquer, et ils l'ont condamné à mort. Mais il a réussi à s'évader. Nous sommes donc une vraie famille de partisans. Mais ce n'est pas du tout un sujet tabou pour nous. Et on peut se permettre d'en parler avec une pointe d'ironie. Tout ce que nous voulions montrer, c'était la déception de ces partisans. Leur déception face à la réalité dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Le réalisateur est pourtant loin d'idéaliser le passé communiste. Certes, après la rupture avec Moscou en 1948, les Yougoslaves pouvaient jouir de certaines libertés, inimaginables dans les pays du bloc de l'Est. Mais cela n'a pas empêché Tito de jeter dans les camps des milliers d'opposants présumés. Pour la famille Brežan aussi, le ciel s'assombrit quand l'une des pièces d'Ivo Brežan, jugée trop osée, déclenche les foudres du parti. J'étais petit, mais je me souviens quand le présentateur du journal télévisé a nommé mon père comme ennemi de l'État. Mon père n'a pas été arrêté, mais il a été interdit de publication pendant 8 ans. Pour un dramaturge, c'est une peine lourde. On pouvait donc entendre des choses très négatives sur Tito à la maison. Mais quand Tito est mort, pendant que nous regardions ses obsèques à la télévision, mon père a dit à ma mère « Regarde bien, un jour, nous devrons prendre la défense de cet homme. » Et en effet, dans les années 90, Tito a été beaucoup attaqué. Non pas parce qu'il avait été à la tête d'un régime communiste qui ne respectait pas les droits de l'homme, mais au contraire, on l'attaquait pour ce qu'il avait fait de bien, parce qu'il avait été antifasciste, qu'il combattait les pires régimes, et parce qu'il avait réuni les peuples de Yougoslavie dans une lutte juste. Cette fracture qui divise la société croate autour de l'héritage communiste, Vinko Brežan la met en scène à travers un face-à-face délirant entre d'anciens partisans qui débarquent en masse dans l'espoir d'apercevoir le supposé fantôme et le maire du village. Caricature d'un capitalisme débridé, ce dernier imagine la manne que lui apporterait un petit Hollande pour touristes seniors. Ovde su kod nas gosti svetinje. Ako do kraja godine dovedemo ovde 20 grupa onih starih komunjara, svaka grupa po 10.000 kuna, to je 200.000 kuna. Ne vjerujem da se od njihovih penzija more više izvući. Sa 200.000 kuna moramo ići dalje. Organizirat ćemo da se ovde dovede duh Honeckera, to je njemačko tržište, oni imaju para, pa onda tu može doći Staljinov duh, pa duh Mao Tse-tunga, 120 milijuna Rusa i milijardu Kineza, misli lokalno, djeluj globalno. Pour filmer cette truculente fantasmagorie, Vinko Brežan choisit d'aller au nord de la Croatie, en Istrie, dans le paisible village de Svetvinčenat. Dès que je suis arrivé à Svetvinčenat, je suis tombé amoureux de cette place. Elle a quelque chose de stylisé, quelque chose d'irréel, qui correspond à l'aspect surréaliste du film Le fantôme de Tito.
Toutes ces lignes rappellent les tableaux de Giorgio de Chirico, très graphiques. J'ai tout de suite su que c'était le bon choix. Je voulais quitter la réalité pour rejoindre un monde imaginaire. L'image de Tito saluant la foule et tenant un discours depuis un balcon reste gravée dans notre mémoire à tous, nous qui avons connu cette époque. J'ai voulu tourner en dérision cette image iconique. Après un enchaînement de péripéties loufoques, le vrai faux maréchal disparaît, laissant les Croates se dépêtrer seuls avec les fantômes de leur passé, ou à défaut, en rire. En Dalmatie, le chien le plus célèbre, c'est le dalmatien. Bravo, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Quand il naît, il est tout blanc. Les poids qui le caractérisent commencent à apparaître une dizaine de jours plus tard. Et s'il s'appelle dalmatien, c'est qu'il serait originaire de la Dalmatie, en Croatie, une région qui s'étire sur 350 km sur la côte est de la mer Adriatique. C'est du moins ce que prétend la Fédération cynologique internationale qui répertorie l'ensemble des races de chiens. Aucune certitude là-dessus pourtant, certains pensent reconnaître l'animal sur des bas-reliefs grecs ou même égyptiens. Si ça se trouve, le dalmatien descend de Pharaon. En revanche, on peut affirmer que c'est lui qui l'a rendu célèbre à travers le monde, Walt Disney. En 1961 sort le film Les 101 Dalmatiens, une adaptation, comme souvent avec Walt, du roman de l'écrivaine anglaise Dodie Smith. Le roman porte le même titre. 101 chiots, c'est au moins ce qu'il faut pour se fabriquer un manteau en peau de dalmatien. C'est le rêve de Cruella, la méchante de l'histoire, jouée par Glenn Close dans un remake, mais dont le personnage aurait été inspiré par une vraie femme qui aimait les fourrures et les grosses bagnoles, Tallulah Bankhead, une comédienne délurée qui roulait dans Londres à tombeau ouvert au volant de ses Bentley et qui aurait accepté de jouer dans un film avec Gary Cooper uniquement pour coucher avec lui. L'histoire ne dit pas si ça s'est fait, elle ne dit pas non plus si elle a jamais eu une étoffe en peau de dalmatien. Un mâle pèse environ 30 kilos, et s'il naît tout blanc, comme on l'a dit, à 1 an, toutes ses taches sont apparues. Ce chien est surtout connu pour être un chien de coche, c'est-à-dire qu'il ouvrait la voie au cocher, du temps où on se déplaçait avec des carrioles tirées par des chevaux. À New York, par exemple, il suivait les charrettes des pompiers en aboyant « Poussez-vous, c'est nous que v'là !» Après Pharaon, le voici aussi soldat du feu. Il adore se rendre utile et prévenir les hommes du danger. Alors on dit merci qui ? Merci, le dalmatien. On les voyait beaucoup quand j'étais petite, ces cartes postales. Celle-ci, d'ailleurs, je l'ai retrouvée dans mon grenier. Mais les fameux Poulbeau, ces gamins de Paris, comment ont-ils fini par atterrir sur des cartes postales ? C'est l'héritage. Montmartre s'éveille sous les roulements des tambours. Des enfants, connus ici sous le nom de Poulbeau, parcourent la butte au rythme de leurs battements. Sous leur costume tricolore d'infanterie de ligne de 1793, ils honorent une république, celle de Montmartre. Ces gamins montmartrois tirent leur nom de l'illustrateur parisien d'adoption, Francisque Poulbeau. Poulbeau les a croqués comme ça, ils sont devenus ce symbole. Et à l'image un peu de Gavroche dans Les Misérables, ces enfants sont tout à fait le symbole d'un lieu de Montmartre et d'une époque, le début du XXe siècle. Et ces enfants, bien que pauvres, s'amusaient beaucoup, ils jouaient de rien dans la rue. Et pour paraphraser Rousseau, quand on est pauvre de tout, on est riche de rien. Quand les grands travaux d'Haussmann chassent les plus pauvres du centre de Paris, ces gosses des rues débarquent sur les pentes de Montmartre. La butte devient leur refuge. Aidés par Francisque Poulbeau et ses amis, ils sortent de l'ombre et de la misère pour lier leur destin à ce quartier populaire et rebelle.
Ces gamins peuplent le flanc nord-ouest de Montmartre, un îlot épargné par l'urbanisation que les habitants appellent le maquis. Un quartier dans le quartier. Le maquis, un espace sauvage, forcément, où on a construit à l'intérieur des petites cabanes avec souvent des matériaux de récupération, du bois, des carreaux de plâtre, tout ce qu'on pouvait trouver, et parfois aussi des maisons beaucoup mieux architecturées, genre chalets, des choses comme ça. Les baux avaient été, on va dire, transformés en parcelles, donc on avait une sorte de lotissement. En réalité, le maquis, c'est ça, c'est un lotissement pour des gens souvent assez dénués d'argent. D'apparence campagnarde, le maquis abrite une foule de personnages hauts en couleur. On disait toujours qu'il y avait de la délinquance et des choses comme ça, ce qui n'était pas toujours le cas. On vivait simplement. Il y avait un éleveur de chèvres, il y avait une femme qui nourrissait des chiens, il y avait un type qui avait un tout petit manège qui était traîné par un âne. C'était un endroit avec beaucoup de gens qui travaillaient. Hein. C'était un endroit vraiment très très vivant. C'est ici que Francisque Poulbeau côtoie ses enfants. Ses dessins, réalisés autour des années 1900, leur permettent de s'exprimer et les fait connaître au-delà du maquis. Il a quand même été frappé par ses enfants, l'allure de ses enfants, ce qu'ils pouvaient faire, leurs jeux et tout ça. Mais il n'y en a aucune. Mais t'es trop fort, Roby! Allez, on compte! Poulbeau en a fait un genre et du coup c'est devenu une expression un peu en désuétude maintenant. Quand j'étais petit, par exemple, on m'appelait souvent « Oh tiens, quel Poulbeau !» J'étais un petit Parisien un peu rigolo, quoi. L'image du Poulbeau est reprise dans de nombreux journaux pour dénoncer la misère des classes populaires, ce qui fait réagir l'État, conscient qu'il faudrait protéger et prendre en charge les enfants pauvres, s'assurer qu'ils soient tous scolarisés et en faire des citoyens. Survient la Grande Guerre. La figure du Poulbeau épouse la propagande d'État, croquée avec un déguisement de soldat pour mieux jouer à la guerre. Poulbeau a utilisé ses enfants dans un sentiment très patriotique. Et il s'est battu non pas avec un fusil, mais avec son crayon. Et ces petits Poulbeaux sont devenus les défenseurs de la France, avec des petits fusils en carton, en bois. Les petites Poulbottes, entre guillemets, sont devenues infirmières. Et tout cela, bien sûr, contre le Boche. À la fin de la guerre, de nombreux Poulbeaux, dont les pères ont péri au front, se retrouvent orphelins. Nombreux sont les Montmartrois qui veulent venir en aide aux enfants, dont Francisque Poulbeau et d'autres artistes qui se mobilisent. Il crée la République de Montmartre, une association à vocation sociale avec pour devise « Faire le bien dans la joie ». L'un des emblèmes de la butte, le Moulin de la Galette, accueille bientôt l'une de leurs actions. Ces moulins a été utilisé dès 1922, un an après la création de la République de Montmartre, pour organiser des Noëls pour tous ces enfants déshérités de Montmartre. On a compté jusqu'à 2000 enfants qui recevaient des cadeaux, qui étaient nourris évidemment. Il y a eu Mistinguett qui venait, il y a eu Jean Gabin, il y a eu également les Fratellini, les clowns Fratellini qui venaient du cirque Medrano, parfois avec des animaux, pour donner un spectacle à ces enfants qui n'avaient jamais les moyens financiers d'aller au spectacle. L'année suivante, un dispensaire est aménagé dans le poulailler d'un restaurant de la rue Le Pic, la Pomponnette. Ce dispensaire a fonctionné jusqu'en 1936. Accueillant jusqu'à 1500 visites médicales. Les médecins, des dentistes, des infirmières venaient gratuitement pour soigner les enfants. Et non seulement les soigner, mais on donnait aussi
une éducation morale à ces enfants à travers un brevet d'éducation civique qui leur était décerné. On leur demandait d'être polis, d'être propres, d'être aimants, d'être gentils, etc. Donc une éducation à la fois morale, mais également sanitaire pour ces enfants qui, dans ces années-là, malgré tout, demeuraient relativement pauvres. Et il n'y avait évidemment pas encore de sécurité sociale. L'urbanisation du quartier repousse les classes ouvrières en dehors de la ville. On construit l'avenue Junot sur le vieux maquis. Ironie du sort, Francisque Poulbeau, grâce au succès de ses dessins, s'installe dans une maison de l'avenue, à l'endroit où avait débuté sa carrière. Cependant, sa générosité et son humanisme sont intacts. Les enfants y sont les bienvenus. Il les connaît, les gosses. Son âme juvénile d'artiste lui permet toujours de sentir leur joie et leurs soucis. Ensemble, ils échangent de bons mots. Dis donc, mon petit coco, tu as un petit frère, toi? Oui, c'est tout beau. Francisque Poulbeau meurt en 1946. Mais la figure du gamin de Montmartre continue de nourrir les imaginaires et contribue à attirer les premiers touristes. Plusieurs fois par an, des enfants et des adolescents du quartier, en uniforme d'infanterie, défilent pour célébrer le vignoble local ou honorer la mémoire du peintre. Malgré la métamorphose du quartier, les Montmartrois préservent un esprit populaire, amical et solidaire. Il reste quelque chose qui relie totalement la place du Tertre au passé, aux fondamentaux de Montmartre, à l'essence de Montmartre, c'est le local de l'association des Petits Poulbeaux. C'est donc toute une chaîne humaine qui a continué l'œuvre. Le petit costume, l'apprentissage du tambour. Elle est la fibre vivante qui relie Montmartre à son âme, finalement, c'est-à-dire les origines sociales diverses, pas toujours faciles, en gardant cet esprit incroyable, puisque Joël Benayoun, qui les entraîne, est fils lui-même de Poulbeau. Donc il y a véritablement une incarnation de Montmartre chez ces petits Poulbeaux. Et la place du Tertre, tant qu'ils sont là, tant qu'ils lui insufflent leur esprit, sera sauvée d'elle-même et gardera son âme. Les Poulbeaux demeurent des symboles aussi grâce à un peintre originaire de Zagreb, Stanislas Pozar, connu sous le pseudo de Michel Thomas. Sous son pinceau se révèle le visage d'un gosse qui va frapper les esprits. Arrivera sur la place du Tertre une génération de peintres qui sauront habilement, disons-le, mettre en scène, théâtraliser dans l'imagerie qu'ils présenteront aux touristes les souvenirs de Montmartre pendant cette époque, dont Michel Thomas, qui lui va incarner une nouvelle représentation plus facile pour les touristes, plus agréable que l'enfant pauvre, de Poulbeau. Et il va véhiculer dans tous les foyers cette image qui va être accrochée à des portes pendant plusieurs générations et donc réussir à pérenniser cette image à travers les âges. Il va internationaliser le Poulbeau et amener le nom à être prononcé dans toutes les langues. Après tout, je pense que M. Francisque Poulbeau, rien que pour ça, il ne lui en voudra pas. Un Poulbeau très loin de l'original. Se met en place un nouveau Poulbeau. Alors, c'est un enfant, cette fois, bien nourri, heureux, souriant, avec les yeux bleus, souvent. Bref, un archétype, on va dire, d'un enfant de Montmartre, mais très aseptisé, très beau pour les touristes qui vont finalement y trouver leur compte. Ce qu'on peut dire, c'est que, malgré tout, quoi qu'on en pense, il leur a permis aussi, finalement, de donner une deuxième vie à Poulbeau. De nos jours, Montmartre regorge d'hommages aux Poulbeaux. On les retrouve aussi en musique, comme dans la chanson Poulbeau, écrite par une figure du quartier, le chanteur Alain Turban. T'avais le crayon populaire, au temps des cerises rouges amères. Tu as laissé ton nom à ceux qui n'étaient que des mioches, pas mieux. Tu dessinais l'impertinence de tous les enfants du silence. T'étais le père de tous ces gosses
qui n'avait pas de sous en poche et qui vivait dans le maquis, dans ce Montmartre où j'ai grandi. Un jour, je suis tombé sur un bouquin, Poulbeau, le père des gosses. Je l'ai dévoré. Et je me suis dit, je vais faire une chanson sur Poulbeau. Je suis né ici. Je suis né dans le bistrot de mes parents, en haut des escaliers. Là, j'ai passé toute mon enfance ici. J'ai été élevé par une concierge. Donc, en fait, ça ne s'invente pas, quoi. Ça me fait très bizarre d'être assis sur ces marches. Alors, je revois toutes les images de mon enfance, ici. Voilà, où maman faisait le bal du 14 juillet. Jean Gabin venait danser avec elle pour ouvrir le bal. Je voyais les Poulbeaux descendre, les marches du Sacré-Cœur. Et puis des gamins, les Poulbeaux qui traînaient dans les rues, qui jouaient aux fléchettes, à la serbacane, qui faisaient les glissades là, sur les marches, et qui se baignaient dans le bassin du Sacré-Cœur. Se battre pour indispensable et recevoir tous les gamins. Poulbeau, Poulbeau, je te dessine avec mes mots. Je voyais défiler les Poulbeaux à l'époque où Dalida était la marraine des Poulbeaux. Les gens viennent, bien sûr, prendre de la hauteur ici. Ça permet peut-être à redonner un sang nouveau à Montmartre, aux Poulbeaux. Pour moi, c'est quelque chose d'important. On avance. Tu vois, on est en... Ça va, les Poulbeaux? La République de Montmartre, c'est pas une république fantoche. Faut le savoir, c'est une république qui fait du bien dans la joie, c'est-à-dire qui redonne tout l'argent aux associations, qui fait vivre les Poulbeaux, les enfants déshérités, malades. C'est mieux qu'à l'Élysée, quoi. Aujourd'hui, c'est le jour du poisson dans Papille. Du poisson fraîchement pêché dans les eaux du Pacifique par notre cuistot, Carlo. Carlo, il habite au Chili, dans la région de Valparaiso. Bonjour, nous sommes à Sapallar, au Petit Port. Hier, avec des cousins, nous sommes allés pêcher du poisson et aujourd'hui, nous allons le cuisiner. Il me manque des légumes, on va aller à l'épicerie. Voici le primeur. C'est ici que je vais faire mes courses pour le repas de ce midi. Ça, ce sont des pommes de terre. Et ça, des patates douces. J'en prends car c'est plus sucré et ça se marie bien avec le poisson. Je prends 2 poivrons pour ajouter un peu de couleur à notre assiette. Direction la maison. Voilà le poisson que nous avons pêché hier et que je vais préparer maintenant. Voici un très beau bilagaï et un royizo bien dodu. En général, la pêche n'est pas très courante ou populaire au Chili. Les gens mangent peu de poissons. Ils préfèrent manger de la viande. Ils connaissent surtout les poissons pêchés industriellement, comme le merlu ou la reineta. Mais nous, on utilise des poissons connus par les locaux, très appréciés sur la côte. Voici le royizo. C'est un sébaste très commun. Il vit dans le même milieu, le même écosystème que le bilagaï. Sa chair est plus fade et plus blanche. On le trouve de 1 mètre de profondeur jusqu'à 20 ou 30 mètres. Maintenant, on va éplucher les pommes de terre, les patates douces et on va les mettre à cuire. Qu'est-ce qui t'arrive?
Ça me rend triste. L'oignon est fort. Tu n'as pas une astuce? Non, j'aime pleurer. Quand ma grand-mère se mettait à pleurer à cause de l'oignon, elle mettait un morceau de pain dans la bouche. Je ne sais pas si ça servait à grand-chose. Moi, je ne le fais jamais. Mais c'était marrant de l'avoir coupé ses oignons avec son morceau de pain dans la bouche. Avant, le gingembre n'était pas très populaire au Chili. Mais aujourd'hui, les gens l'utilisent de plus en plus. Un peu de légumes. On va les enfourner 20 à 25 minutes, le temps de cuire le poisson et on les retire. Maintenant, nous allons écraser les pommes de terre et les patates douces cuites et faire une simple purée maison avec un peu de beurre et de lait. Tu n'écrases pas à la main? Ah non, c'est beaucoup trop long. Et comme je suis fainéant, j'utilise le mixeur. Salut Carlos, ça a l'air bon. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? De la purée et un peu de légumes. Bon appétit! Vous préférez quel poisson? Le royizo. Le royizo. Pourquoi? Parce que c'est plus ferme et ça a plus de goût. Oui, c'est plus ferme. La chair est bien meilleure et ça fond bien en bouche. Et c'est aux États-Unis que je vous emmène maintenant pour l'histoire inattendue. À une époque où à Chicago, certaines maisons étaient en bois, détail qui a son importance. À Chicago, la justice peut être très expéditive, encore plus si vous êtes une femme et démunie. Tous les écoliers américains connaissent les paroles de la comptine de Mrs. O'Leary. Tard dans la nuit, alors que nous étions tous au lit, Mrs. O'Leary a allumé une lanterne dans la remise. Sa vache l'a renversée, lui a fait un clin d'œil et lui a dit « Il va faire chaud dans la vieille ville ce soir ». Derrière ce dessin animé ou cette comptine, la coupable du plus célèbre incendie des États-Unis, le grand incendie de Chicago de 1871. Celui qui détruit presque entièrement la ville. Tout le monde, tous les historiens savent que ce n'était pas vraiment la faute de Mrs. O'Leary. Mais si vous demandez à quelqu'un dans la rue qui a déclenché l'incendie, il vous dira probablement que c'est la vache de Mrs. O'Leary. Dans le quartier de West Side, le guide et écrivain Adam Selzer nous replonge début octobre 1871, dans un Chicago en proie à une météo extrême. Tout le monde savait que les conditions étaient réunies pour un très gros incendie. La saison avait été très sèche et les journaux regorgeaient de publicités pour les assurances incendies. Et il y en a eu un très gros la nuit précédente dans cette partie ouest de la ville. En 1871, Chicago est la ville qui connaît la croissance la plus rapide du pays, avec plus de 300 000 habitants. Au croisement fluvial, ferroviaire et routier de l'Illinois et du Michigan, Chicago est l'entrepôt commercial des États-Unis. En 1871, le quartier était majoritairement constitué d'un grand nombre de cabanes, de granges et de maisons en bois. Catherine O'Leary était une immigrante irlandaise qui vivait ici avec ses enfants, son mari et 6 vaches dans une grange à l'extérieur de sa maison en bois. Catherine O'Leary vendait du lait dans sa ferme et son mari était un simple ouvrier. La nuit du 9 octobre 1871, leurs voisins, les McLaughlin, organisent une fête pour un parent irlandais nouvellement arrivé. Alors que Catherine O'Leary s'endort, son mari fait irruption en criant que leur grange est en feu. C'est précisément ici que le grand incendie a commencé. Derrière moi, vous pouvez voir cette grande statue représentant une flamme. Il a fallu beaucoup de temps pour que les pompiers arrivent. Ils n'étaient pas très pressés de venir chez Mrs. O'Leary parce que cela aurait dû être un simple incendie de grange, le genre de chose qui se produit tous les jours. Mais celui-ci s'est propagé de manière incontrôlée. Le vent soufflait dans tous les sens. Le feu s'est propagé aussi vite que l'on frappe ses mains l'une contre l'autre, dira Catherine O'Leary.
Des murs de flammes de 30 mètres de haut s'élèvent dans West Side et embrasent bientôt une ville principalement construite en bois. Le mardi 10 octobre, lorsque la pluie arrive enfin et éteint les braises, 17 000 bâtiments sont partis en fumée. 100 000 personnes, soit un tiers de la population, est laissée sans abri et 300 vies sont perdues. La maison de Mrs. O'Leary, qui se trouvait juste à côté de la grange d'où est parti l'incendie, a résisté et elle a survécu. Ce curieux coup du sort, qui épargne les O'Leary, ne passe pas inaperçu dans la presse de la ville. Avant même que l'incendie ne s'éteigne, les journalistes mettent en cause les O'Leary. Nous savons que l'incendie s'est déclaré dans sa grange. Elle semblait donc être la personne logique à blâmer, d'autant plus que le journal anti-irlandais The Chicago Times l'a pointé du doigt. Et beaucoup de gens ont suivi le mouvement. Ils ont accusé sa vache d'avoir renversé la lanterne à pétrole et Mrs. O'Leary d'avoir une lanterne à pétrole à côté de sa vache. Mais ce n'était pas le cas et elle ne triait pas ses vaches la nuit. L'incendie de 1871 devient le catalyseur de la montée de la xénophobie dans la ville. Les gens avaient besoin de blâmer quelqu'un et il semblait être une cible commode à l'époque. Ils pensaient que les Irlandais n'étaient que de pauvres gens qui buvaient trop, venant de l'ancien pays. Le Chicago Times a décrit Mrs. O'Leary comme une vieille sorcière irlandaise de 70 ans. La presse a dit que les O'Leary avaient délibérément brûlé la ville parce que la mairie lui avait supprimé sa pension. Elle n'avait en réalité que 35 ans et n'avait jamais touché de pension. En réalité, les O'Leary semblent avoir été des travailleurs acharnés, des voisins bienveillants et très appréciés. Lorsque Mrs. O'Leary témoigne devant la commission municipale chargée d'enquêter sur l'incendie, celle-ci l'exonère de toute responsabilité. D'autres théories vont alors bon train. Certains y voient la main du démon, de Dieu, ou même des météorites, pour punir cette ville digne de Sodome et Gomorrhe. Plusieurs années après l'incendie, un homme a écrit un livre intitulé Ragnarok, The Edge of Fire and Gravel, dans lequel il affirme que non seulement une météorite a causé le feu de Chicago, mais qu'une autre aurait également anéanti l'Atlantide, il y a des années. Mais les scientifiques s'accordent à dire que les météorites ne peuvent pas vraiment déclencher un tel incendie. Son fils, Big Jim O'Leary, lui a toujours dit ce qui s'était vraiment passé. C'était que la paille dans le grenier à foin s'était enflammée spontanément, ce qui peut parfois arriver. Pourtant, rien n'y fait. Pour les Américains, l'incendie de Chicago, un des premiers événements relayés en direct dans le pays et en Europe, est dû à la négligence ou à la malveillance de Mrs. O'Leary. Chansons, caricatures, fausses déclarations ou photographies parachèvent la légende urbaine. Pour dissiper les soupçons, plus de 120 ans plus tard, la police et les pompiers de Chicago mettent hors de cause une nouvelle fois Catherine O'Leary. En 1997, nous l'avons officiellement acquittée à nouveau et avons organisé un défilé avec une statue de vache en son honneur. Nous ne savons toujours pas ce qui a vraiment déclenché l'incendie. Il pourrait s'agir de la foudre ou que des fêtards soient entrés en cachette pour voler du lait. Catherine O'Leary meurt 24 ans après le grand incendie, le cœur brisé, et en ayant refusé systématiquement toute interview ou photographie. La ville, elle, renaît de ses cendres et comme on est en Amérique, se réinvente. Sur cette terre étriquée entre son lac et sa rivière, 4 ans avant New York, naît le premier gratte-ciel de l'histoire. S'il n'y avait pas eu le grand incendie de Chicago, la ville que nous voyons aujourd'hui serait méconnaissable. Quelques années plus tard, tout le monde s'accordait à dire que la nouvelle ville que nous avions construite était bien meilleure que l'ancienne. Il était donc courant de lire dans les journaux que, fautif ou non, nous devons quand même remercier Catherine O'Leary. Après cette étape à Chicago, on revient dans les Pyrénées. Avez-vous trouvé pourquoi certains villageois étaient mis à l'écart au Moyen-Âge? Eh bien, parce qu'ils avaient mauvaise haleine. Ça paraît léger dit comme ça. En réalité, ces femmes et ces hommes, les cagots, sont suspectés d'être porteurs d'une lèpre intérieure et invisible à cause de leur haleine fétide. 20 000 personnes sont ainsi ostracisées en Gascogne, alors qu'elles ne souffrent d'aucun mal, si ce n'est celui d'avoir une haleine un peu chargée. Cette ségrégation sera même héréditaire. Il ne me reste plus qu'à vous dire, bis bald.